Bonjour, donc pour commencer, on va faire une courte introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui étaient déjà présents au webinaire de Fabien, ça fera l'objet d'un rappel. Et pour les autres, bienvenue et une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on dit souvent qu'il est plus difficile de rester au sommet que d'y arriver. Et pour preuve, qui se souvient de ces différentes marques? Ces différentes marques étaient assez connues il y a encore quelques années et elles ont toutes fini par disparaître, ou en tout cas on en entend beaucoup moins parler à l'heure actuelle, car elles ont fait place à des nouvelles marques, des nouveaux empires, comme les GAFA et les nouveaux entrants. Alors, ces marques, en fait, elles ont fini par disparaître parce qu'elles ont loupé le virage technologique, elles n'ont pas su innover et répondre correctement aux nouveaux besoins des consommateurs. Elles ont cru que leurs produits étaient invincibles et que l'arrivée des nouveaux entrants ne remettrait pas leur notoriété et leur réussite en péril, et elles ont échoué. Et donc, en conclusion, ce ne sont pas en fait les espèces les plus fortes ou les entreprises les plus connues, les plus intelligentes qui survivent, mais ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Alors, comment cela est-il arrivé? Comme je le disais, d'une part, les nouvelles technologies qui ont induit des nouveaux comportements et des nouveaux modes de vie. Donc, il y a des nouvelles technologies qui sortent tous les mois, si pas toutes les semaines. Et d'autre part, on a les nouvelles générations, dont la génération X et Y, qui ont des nouvelles attentes, des nouveaux besoins, comme par exemple le fait de pouvoir communiquer avec des marques presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est aussi des générations qui sont fortement influencées par les avis sur Internet, par les avis des blogueurs, des Instagrammeurs, etc., dans leur comportement d'achat. Et donc, en fait, ces nouvelles technologies et ces nouvelles générations créent un environnement mouvant dans lequel les entreprises doivent essayer de survivre et dans lequel, en tout cas, il n'est plus possible à l'heure actuelle de continuer à produire des produits ou à livrer des services au travers les mêmes canaux qu'auparavant. Donc, comme je le disais, d'une part, on a ces nouveaux entrants et les GAFA qui, eux, sont arrivés dans cet environnement mouvant et qui ont donc une structure assez agile, propice à l'innovation, qui savent très bien comment répondre aux besoins des consommateurs. Donc, par exemple, ils vont tester des petites fonctionnalités de temps en temps auprès d'un groupe cible pour voir s'ils sont dans le bon. Donc, eux, ils sont vraiment dans cette méthodologie agile. Ils testent en permanence des nouvelles choses. Et d'autre part, on a les entreprises plus traditionnelles qui, elles, n'ont pas été habituées à avoir cette structure plus agile et donc qui doivent changer de mode de fonctionnement et passer en fait d'un mode prédictif à un mode réactif. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour passer d'un mode, mode réactif à un mode prédictif quand on a toujours été habitué à faire comme ça? Et d'autre part, comment est-ce qu'on peut survivre dans cet environnement? Une des réponses, en fait, c'est en faisant évoluer votre business model. Mais avant de faire évoluer le business model, on va expliquer en quelques slides ce qu'est un business model pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, le business model, c'est la manière dont l'entreprise va créer et livrer de la valeur en générant des revenus. Donc, c'est vraiment la description de son activité, de sa stratégie entrepreneuriale. Alors, le business model, il y a différents outils. Nous, celui qu'on utilise beaucoup chez NRB et qui est assez bien connu à l'échelle mondiale, c'est le business model Canva, que vous pouvez voir ici à gauche. Et donc, cet outil, en fait, qui tient en une page A4, va vous permettre de réfléchir aux différents aspects de votre entreprise et vraiment d'écrire la stratégie entrepreneuriale. Alors, le business model Canva, il se fait à un temps T pour décrire la stratégie soit actuelle, soit celle que vous désirez avoir, mais c'est un outil qu'il va falloir faire évoluer dans le temps parce que, comme je le disais, une stratégie entrepreneuriale à l'heure actuelle dans le contexte de digitalisation généralisée dans lequel on vit, il ne peut plus rester figé. En fait, il doit vraiment évoluer avec l'arrivée des nouveaux entrants, avec les aléas conjoncturels tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec l'évolution des besoins des consommateurs, etc. Alors, pourquoi utiliser cet outil qu'est le Business Model Canva? D'une part, parce qu'il est collaboratif, gratuit, simple et intuitif. Vous allez pouvoir trouver des centaines de templates gratuitement sur Google. C'est un document qui est flexible et évolutif. Donc, nous, par exemple, avant d'arriver chez un nouveau client, ce qu'on fait, c'est qu'on le complète généralement en interne pour essayer de comprendre la manière dont fonctionne le client. Et puis, on va aller confronter la vision qu'on s'est fait du client par rapport aux choses qu'on a trouvées sur Internet, par exemple,
à comment fonctionne réellement le client. Donc, on va compléter le business model Canva lors du premier workshop avec lui. Comme ça, on aurait une image très claire du point de départ et de l'image de l'entreprise intentée. Et dans les workshops suivants, on va faire évoluer le business model Canva avec le client pour voir vers où il veut aller et quelle est la stratégie entrepreneuriale qu'il veut mener. Donc, c'est utile à tous les stades de l'entreprise. Nous, ici, souvent, on l'utilise quand le client existe déjà, mais pour les startups, c'est aussi un outil très utile parce que ça va pouvoir permettre aux personnes de réfléchir aux différentes hypothèses et aux différents aspects de l'activité. Ça permet l'anticipation plutôt que la réaction. Parce qu'on va pouvoir identifier les obstacles et les barrières avant que ça ait lieu, essayer de trouver un moyen de les contourner. C'est visuel, donc comme je le disais, ça tient une page A4. Ça permet de susciter les réflexions individuelles ou en groupe, donc soit on le complète individuellement, soit on peut le faire en écrit à l'aide de post-it. Et enfin, ça partage une vision claire et globale. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour communiquer à vos partenaires, aux fournisseurs, à vos clients, etc. Alors, comment le compléter? Il y a un sens assez précis en fait pour le compléter, pour se poser les questions dans le bon ordre et ne pas passer d'une case à l'autre. Donc, en fait, on le complète toujours de droite vers la gauche et on commence par les segments clients. Donc, les clients, c'est vraiment les personnes qui vont générer du revenu pour votre activité. On confond parfois les clients et les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est ceux qui, in fine, vont utiliser le produit, mais les clients ne sont pas toujours les utilisateurs. Donc, ici, on target vraiment le segment client. Ensuite, on complète la proposition de valeur. Ça, c'est vraiment le cœur de votre activité. C'est ce qui va vous différencier de vos concurrents et c'est ce qui vous rend unique en fait sur le marché. On passe ensuite aux canaux de distribution. Donc ça, est-ce que vous faites par exemple de la vente directe ou de la vente via des plateformes? On s'intéresse ensuite à la relation avec les clients. Donc, quel type de fidélité vous voulez mettre en place, le programme fidélité, quels moyens de communication par WhatsApp, via un chatbot sur votre site internet, etc. Et on va s'intéresser ensuite aux sources de revenus. Donc, est-ce que ce sont des revenus fixes, donc par exemple type abonnement, ou des revenus variables, des ventes one-shot? On passe ensuite à gauche de l'outil. On commence par décrire ses activités principales. Donc ça, c'est vraiment toutes les tâches principales qui vont vous permettre de réaliser votre activité, donc de produire le produit ou délivrer le service. Les ressources clés, ce sont tous les moyens que vous avez en interne, par exemple les moyens informatiques, les moyens financiers, humains, etc., qui vont supporter vos activités clés. Les partenaires clés, ce sont les personnes ou les entreprises qui vont vous permettre en fait de réaliser vos activités. Et ensuite, la structure de coûts. Est-ce que vous avez des coûts fixes, des coûts variables? Quelle est la stratégie aussi de votre entreprise? Est-ce que vous êtes plutôt une entreprise cost-driven, donc qui va essayer de limiter les coûts et avoir une proposition de valeur plus faible, comme Ryanair par exemple? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur une entreprise de type value-driven, donc qui va avoir des coûts plus élevés et proposer une proposition de valeur plus élevée, comme les hôtels de luxe par exemple, à vos clients? Ou un mix des deux qui est une stratégie aussi, mais voilà, ça vous permet en tout cas de réfléchir à votre positionnement sur le marché. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'était le business model et comment le compléter, je vais laisser Justine vous expliquer comment on peut changer de business model. Donc, pour commencer, bonjour à tous. Merci Charline pour cette introduction sur le business model. Voyons maintenant comment changer de business model. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il y a deux moyens possibles. Le premier est de créer un bloc additionnel. Donc, on va créer une nouvelle proposition de valeur. Et la seconde option est d'améliorer un bloc existant. Alors, afin de vous permettre de mieux visualiser justement les deux types de changements possibles, nous allons vous présenter quelques exemples. Le premier exemple vise à illustrer la création d'un nouveau bloc additionnel. Alors, le cas que nous avons sélectionné est celui de Zalando, qui n'est probablement pas une nouveauté pour vous. Donc, Zalando a été lancé en 2008 et depuis sa création, Zalando ne cesse de s'étendre tant sur le plan géographique qu'au niveau de la gamme des produits qu'il propose. Aujourd'hui, pour contrer les attaques des concurrents, Zalando a décidé justement de proposer une nouvelle offre en se positionnant sur le marché de seconde main et vous propose aujourd'hui de racheter vos vêtements pour les reconditionner et les remettre en vente quelques mois plus tard. Le deuxième exemple est celui de Deleuze.
Ça fait déjà quelques années maintenant que plusieurs startups vous proposent des livraisons de repas à domicile. Aujourd'hui, c'est vraiment au tour de Deleuze de collaborer avec une startup en vue justement de vous proposer des plats ultra frais livrés à domicile et gratuitement. Des acteurs tels que Deliveroo et Uber n'ont qu'à bien se tenir. Passons maintenant à la modification d'un bloc existant. Alors, au niveau de la modification d'un bloc existant, il faut savoir qu'on peut modifier 4 axes de notre business model. Le premier axe, c'est le changement de proposition de valeur. Le second axe, c'est le changement au niveau de la partie front stage. Le front stage, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui est visible par les utilisateurs. Le troisième axe est le changement au niveau de la formule de profit. Et le dernier axe est au niveau de la partie backstage. Et le backstage, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui n'est pas visible par les utilisateurs, donc c'est-à-dire toutes les activités, process à mettre en place pour créer de la valeur. Alors, au niveau du premier axe, nous avons 3 concepts pour illustrer. Alors, il faut savoir que le changement au niveau de la proposition de valeur, c'est vraiment proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle valeur. Alors, le premier concept, c'est de passer d'un produit à un service. Dans ce cadre-là, on va essayer de ne plus vous fournir un produit de manière unique, mais plutôt un service qui soit récurrent. Alors, ce qui est positif, c'est évidemment que le revenu va être récurrent également. Et là, on va parler d'un shift d'offre. Alors, nous avons un case concret au sein d'NRB où nous avons accompagné un client dans le cadre de l'assurance, où nous l'avons aidé justement à ne plus proposer forcément un produit d'assurance, mais lui permettre de proposer un nouveau service d'alerting qui va permettre à ses clients d'éviter des sinistres. Le deuxième concept est le passage d'un produit à l'émotion. Dans ce contexte-là, on va plutôt parler de shift d'expérience et on va essayer justement d'offrir une expérience optimale qui va accompagner le produit. Et un exemple qu'on peut mentionner est celui d'Apple qui, au départ, fonctionnait avec un réseau de partenaires pour commercialiser ses produits et également apporter un support technique. Aujourd'hui, Apple a préféré concevoir de Genius Bar. Genius Bar, c'est quoi? C'est vraiment des bureaux qui permettent justement de recevoir les clients et de leur apporter un support qui est personnalisé et optimal. Et le dernier concept est celui du passage de la vente à la plateforme. L'idée ici n'est plus de concevoir uniquement un produit, mais plutôt de mettre en relation des demandeurs et des offreurs. Les exemples les plus parlants sont évidemment les plateformes telles que Amazon, Airbnb ou Uber. Et dans le cadre d'NRB, nous avons également aidé un client à définir le Digital Broker. Digital Broker, c'est quoi? C'est une plateforme digitale qui permet de mettre en relation des prospects ou assurés avec tous les intervenants du métier du courtage. Passons maintenant au deuxième axe. Le deuxième axe, c'était la partie front stage, donc c'est-à-dire tout ce qui est changement radical au niveau des segments qui sont ciblés ou de la manière dont on va livrer justement le produit et service. Alors à ce niveau, on a 3 concepts également. Le premier concept, c'est de passer d'un marché de niche à un marché de masse. Là, on va parler de shift de segment. Pour illustrer cet exemple, je vais vous parler de l'exemple de Fitbit. Fitbit, c'est quoi? Ce sont les montres connectées que vous pouvez acheter pour quelques centaines d'euros. Fitbit a décidé de lancer une nouvelle version d'une de ses montres en version light. Et l'objectif était de diminuer le nombre de fonctionnalités afin de permettre de diminuer le prix et d'ouvrir justement à un marché plus conséquent. Le second concept est le passage d'une approche unique à une approche circulaire. L'idée derrière ce concept est de passer plutôt vers la réutilisation de ressources plutôt que la création de nouvelles ressources. Et là, typiquement, c'est l'exemple de Vinted qui propose de mettre en relation des personnes qui souhaitent revendre des anciens vêtements avec des personnes qui souhaitent en acheter. Et le dernier concept est de passer de l'approche de low touch à une approche high touch. Et l'idée également est de passer ici d'une approche qui était standardisée à une approche qui est ultra personnalisée. Passons maintenant au troisième axe. Le troisième axe est appliqué sur la formule de profit. À ce niveau, nous avons 2 concepts. Le premier est le passage d'un coût élevé à un coût faible. On parle alors de shift de coût. L'idée derrière ce concept est vraiment de reconfigurer, réorganiser toute sa structure de coût, d'essayer de trouver des activités qui ont une forte valeur ajoutée avec un coût minimum. Et le second concept est de passer de l'achat à la récurrence. On va parler ici de shift d'abonnement. Les exemples les plus parlants sont évidemment Dropbox, Netflix, qui vous proposent des abonnements avec un prix faible que vous ne voyez même plus retirer au niveau de vos comptes bancaires. Nous avons également un case au sein d'NRB où nous avons accompagné un réseau d'agences immobilières. Nous avons aidé la maison mère à transformer
ses coûts IT en un revenu en proposant justement à ses franchisés différents services tels que de la génération lead, des formations, des campagnes marketing et autres. Passons maintenant au dernier axe, la partie backstage, avec deux concepts clés pour cette partie. Le premier est de passer du permanent à l'éphémère. On va parler de shift temporel. L'idée ici est de jouer sur le sentiment d'urgence en créant une offre qui soit temporaire ou une offre qui soit avec un design particulier pendant un laps de temps déterminé. Adidas a notamment ouvert quelques pop-up stores, Nike a lancé des campagnes de vêtements spécifiques. Et le deuxième concept est celui de la concurrence à la collaboration. On parle ici vraiment de shift de partenariat. Et nous avons un cas concret également chez NRB qui est l'exemple de Senza. Senza, c'est quoi? C'est un concept qui a été issu d'une initiative lancée par Elia. En janvier 2019, Elia a ouvert une initiative d'Open Innovation dont l'objectif était de rassembler toutes les organisations qui le souhaitaient en vue de co-créer des cas d'usage pour optimiser l'expérience des utilisateurs finaux dans le secteur de l'énergie. Alors, en conclusion, comment fait-on pour survivre? En innovant. Et comment innove-t-on? En définissant d'une part une vision et en appliquant la politique des petits pas. La vision, c'est quoi? C'est vraiment de définir là où on souhaite aller. Et les petits pas, c'est quoi? C'est de créer le chemin petit à petit en avançant, projet par projet, afin d'atteindre cette vision. Donc, le combo gagnant, c'est vraiment une vision et des petits pas. Concrètement, comment mettre cela en place dans votre organisation? Alors, il faut convaincre les équipes. Comme Fabien l'a dit, comme Charline l'a dit, il faut que ce soit une dynamique qui soit vraiment globale. 2, il faut montrer la nécessité, l'opportunité de changer. Il est vraiment nécessaire de communiquer sur les enjeux, de montrer aux personnes l'avenir, de leur demander d'être force de proposition. 3, il faut montrer que le produit n'est pas le maître. Nous faisons face à de nouveaux enjeux, de nouveaux drivers, il faut accepter de se réinventer. 4, il faut pouvoir dépasser les réticences. Des moyens devront être mis en place pour justement arriver à franchir le cap psychologique lié au changement. Et 5, il faut pouvoir dépasser les craintes. Et une des craintes principales reste évidemment la perte de revenus. Il faut pouvoir accepter de perdre une petite partie de son revenu à court terme plutôt que de voir disparaître son entreprise sur le long terme. Et nous, comment nous aidons les entreprises justement à innover? Nous sommes des élaborateurs de vision. Donc, nous aidons nos clients vraiment à définir la vision. 2, nous sommes des créateurs de chemin. Nous clarifions avec eux le roadmap pour atteindre cette vision et nous co-créons avec eux de nouveaux produits et services. Comment? En allant à la rencontre des utilisateurs, en organisant des workshops innovation dans les organisations, en réalisant des tests d'attractivité en conditions réelles de vente et en monitorant les évolutions sectorielles également. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui était nouveau? L'environnement qui est mouvant, les nouvelles technologies, les nouvelles générations, les nouveaux comportements et nouvelles attentes, sans oublier évidemment l'arrivée des GAFA, des nouveaux entrants qui bousculent les codes. Et qu'est-ce qui arrivera demain? Évidemment, de nouvelles disruptions, la nécessité de rechercher de nouveaux business models, revoir ses objectifs et s'en fixer de nouveaux. Et finalement, il faudra mettre en place une croissance agile, petit pas par petit pas. Alors, soyez prêts à passer à la vitesse supérieure, car la prochaine industrie à disrupter sera sûrement la vôtre. Merci. Un grand merci à Justine et à Charline en fait, pour ce magnifique exposé. J'ai bien compris que voilà, vous aidez les sociétés à en fait traduire leurs rêves, leurs stratégies dans le pratique, comment innover, comment faire évoluer leur modèle de business. Maintenant, en fait, d'où cette question, d'où vient en fait dans la question, comment est-ce que vous pouvez assurer que les changements ou le business model devient quelque chose de dynamique, peut évoluer dans le temps? Je ne sais pas si Justine ou Charline, vous pouvez y répondre. Peu importe, Charline, tu veux répondre ou je réponds? Ton micro, Charline. Ok, voilà. Donc, pour s'assurer qu'il soit dynamique et surtout qu'on va dans la bonne direction, ce qu'il est conseillé de faire et ce qu'on essaie de faire, c'est de tester les hypothèses du nouvel business model une à une. Donc, par exemple, si on y a un changement au niveau de la proposition de valeur, on va aller faire des tests d'attractivité auprès des clients
des personnes, par exemple leur faire croire que le nouveau service ou le nouveau produit est lancé et voir l'attrait qu'ils ont par rapport à ça. Donc l'idée, c'est que quand on aide une entreprise à transformer son business model Canva, on y va vraiment petit pas par petit pas. Donc bien sûr, on établit la vision, mais pour être certain qu'on va dans le bon sens et dans le bon chemin, et souvent il y a quand même des adaptations à faire en cours de route, on va vraiment aller tester hypothèse par hypothèse les changements qu'on fait au niveau de son business model. OK. Autre question, en fait, un projet d'innovation, comme vous les gérer, ça prend environ combien de temps, combien de personnes sont impliquées? Je peux peut-être répondre à cette question. Alors, combien de personnes, combien de temps sont appliquées? En fait, il faut savoir que notre process il est totalement adaptable. Donc, ça va dépendre des objectifs de l'entreprise. Ça va dépendre de ce que l'entreprise veut mettre en place. Donc, je pense qu'on travaille toujours de manière, en deux temps. Une première phase de clarification des attentes et des besoins du client. Et en fonction de ses besoins, ses attentes, du budget, du timing aussi qu'il a à disposition, alors nous, on s'adapte et on peut délivrer une solution qui convienne. Donc, notre approche, on ne peut pas dire aujourd'hui, tel projet prendra autant de temps, autant de jours. Il faut vraiment calibrer ça. Et c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Et je pense qu'en fonction vraiment des ressources aussi qui sont disponibles, alors il faut savoir que notre process est toujours de la co-création finalement avec le client. Donc, on ne travaille pas seul de notre côté et on ne revient pas X semaines après en disant voilà, très cher client, nous avons un nouveau produit, un nouveau projet à vous proposer. Non, c'est vraiment co-créer d'une part avec le client et d'autre part avec les utilisateurs finaux. Pourquoi? Vraiment pour maximiser en fait le market fit du nouveau produit ou service à mettre sur le marché. Donc voilà, il n'y a pas de réponse précise à cette question parce que ça s'adapte vraiment en fonction des besoins, du budget et du timing. OK. Dernière question, est-ce qu'il y a une organisation typique, une organisation privée, publique qui fait appel à vos services d'innovation, ce genre d'exercice avec vous? En fait, c'est un peu le même genre de question. Et là, je vais faire référence au process que Fabien a montré tout à l'heure. Alors, notre processus nous permet d'accompagner les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur, parce que nous sommes une équipe, on va dire, cross-sectorielle. Donc, on travaille déjà pour des clients dans différents secteurs. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est ultra important. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment de créer des synergies, créer des ponts, justement, entre les différentes organisations et de mettre au bon moment les bonnes personnes autour de la table. Donc, comme je viens de dire juste avant, c'est co-créer avec notre client, mais aussi co-créer avec des partenaires lorsqu'on juge cela utile. Et donc, au plus de participants il peut y avoir autour de la table, au plus d'opportunités peuvent émerger. Et donc, là aussi, il n'y a pas de taille ou d'entreprise spécifique. Je pense que l'innovation, elle est ouverte à tous et qu'on peut faire quelque chose de grand.